Si vous êtes prêts, commençons. Bonjour à tous, mon nom est Maîtrane de la coopérative L'Escabeau. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et d'agir à titre de maître de cérémonie à l'occasion de ce webinaire. Donc, également de l'équipe de L'Escabeau, on a Françoise Durand-Loup qui me soutient dans la réalisation et l'animation. Il y a Jocelyne Garneau aussi, notre collègue, qui s'est investie tout au long du projet et a fait partie du comité d'experts derrière le projet. Donc, ce matin, bonjour Jocelyne, il va être notre interlocuteur dans le clavardage. Donc, comme vous le savez, le webinaire d'aujourd'hui s'intéresse au thème de l'aménagement d'espaces favorisant le loisir culturel. Donc, la durée du webinaire sera d'environ 75 minutes. On a quand même une soixantaine de participants qui se sont inscrits. Vous êtes environ une trentaine. Je vois des gens là, de Chaudière-Appalaches en majorité. Il y a beaucoup de gens du territoire de Chaudière-Appalaches. On a des agents de développement, des MRC qui sont présents, des gens du milieu de l'éducation, Gaspésie de la Madeleine, des gens aussi du milieu de la santé. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Donc, il est important de souligner en fait que ce projet est une initiative de l'Unité régionale de loisirs et sports de la Chaudière-Appalaches. Salutations à la direction et à son équipe, en particulier Marie-Claude Lemieux et Angie Letourneau, agentes de développement qui ont toutes deux travaillé à la mise en œuvre du projet. La coopérative de travail L'Escabeau dont je fais partie a été mandatée pour assurer la création de 5 fiches sur le loisir culturel. Donc, la formule des webinaires a été retenue pour mettre en valeur justement le contenu de ces 5 fiches. Et finalement, c'est dans le cadre d'investissements régionaux en matière de loisirs culturels visant à encourager la pratique du loisir culturel que le ministère de la Culture et des Communications a soutenu financièrement ce projet. Donc, le programme d'aide au projet qui vise notamment à augmenter l'accessibilité aux loisirs culturels et à offrir des outils aux intervenants scolaires et municipaux dans l'aménagement ou la transformation de leur aménagement. Donc, pour aujourd'hui, au niveau des objectifs de la rencontre, bien sûr, c'est de stimuler votre intérêt pour l'aménagement d'espaces qui favorisent le loisir culturel dans les cours d'école, les parcs et les espaces verts. On souhaite aussi partager des connaissances, des trucs et des astuces relatives à l'aménagement d'espaces favorisant le loisir culturel. On veut que vous puissiez découvrir des approches exemplaires ou des expériences à succès qui pourront vous inspirer et finalement vous inviter à passer à l'action en utilisant divers outils ou ressources mises à votre disposition. Donc, je vous explique un petit peu comment va se passer la rencontre de ce matin. Tout d'abord, on va faire une petite, en ouverture du webinaire, on va prendre quelques minutes pour faire état du contexte dans lequel s'inscrit ce projet. Donc, on va prendre le temps aussi de voir la définition du loisir culturel et quelques principes d'aménagement en vue d'adopter un langage commun. Par la suite, la présentation des fiches va démarrer. Puisque chacune d'elles possède les mêmes rubriques, on va d'abord vous présenter la structure des fiches comme telle. Donc, aujourd'hui, les fiches 1 et 2, soit celles ayant trait aux espaces de spectacle et aux classes extérieures, vous seront présentées. Et le contenu des fiches 3, 4 et 5 va être exposé lors du deuxième webinaire qui va avoir lieu en janvier 2023, donc le 26 janvier prochain. Ensuite, je vais m'entretenir avec M. Patrick Morancy, notre personne ressource invitée pour environ une quinzaine de minutes. Et vous aurez aussi par la suite l'occasion de lui poser vos questions ou de réagir à ce que vous avez entendu. Donc, on va garder quelques minutes avant de conclure pour parler du prochain webinaire et vous indiquer où trouver les fiches et les ressources disponibles pour vous guider dans vos interventions. Donc, démarrons dès maintenant. Françoise, peux-tu nous faire une petite mise en contexte, justement, des étapes clés qui nous ont menés jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr, Maëlle.
Ça va me faire plaisir. Je salue tout le monde et vous remercie pour votre participation. La mise en contexte que je vais vous faire, ça va se passer en 3 phases. Donc, la première, c'est, on retourne dans le temps, en 2018-2019 d'abord. Alors, il y a à cette époque-là des guides qui ont été conçus par divers intervenants qui étaient conçus pour faciliter la prise en charge d'un projet d'aménagement dans les cours d'école primaire. 2 guides. Donc, le premier, Ma cour, un monde de plaisir. Puis, en 2019, on a eu aménager la cour, un travail d'équipe. Donc, ces 2 guides-là s'adressaient à des intervenants du monde scolaire, les écoles primaires, les commissions scolaires, les partenaires. Et plusieurs unités régionales de loisirs et sports se sont impliquées dans la mise en œuvre de ce projet-là. Et de fil en aiguille, ça a créé une espèce d'engouement pour le milieu secondaire cette fois-ci. Un dossier est né à partir de 2020 qui s'appelle « Réenchanter la cour d'école secondaire ». Alors, celui-là, ça visait dans le fond l'acquisition de connaissances en matière de réaménagement de cours d'école secondaire pour répondre aux besoins des ados. Ça a été aussi déployé dans l'ensemble des unités régionales de loisirs et de sport, financé par le ministère de l'Éducation dans le cadre de la mesure 1.4, action 7 de la politique gouvernementale en prévention de la santé. Le réseau des URLS a aussi été impliqué dans ce projet-là, agissant comme un organisme fiduciaire pour déployer des ressources et développer de l'accompagnement des URLS dans le projet. Réenchanter la cour d'école, ça comprend 5 fiches thématiques pour soutenir l'aménagement des cours d'école secondaires et 3 webinaires qu'il est possible encore maintenant de revisionner. La phase 3 maintenant, c'est à l'initiative, comme le disait Maï tantôt, de l'unité régionale de loisirs et sports de la Chaudière-Appalaches. Ils ont débuté par une recherche terrain qui s'est concrétisée ensuite par la création de 5 fiches qu'on met en valeur dans le premier webinaire aujourd'hui et le webinaire à venir là, au mois de janvier. Si tu mets la prochaine diapo, ça va me permettre de vous repréciser un peu, réenchanter la cour d'école secondaire, qu'est-ce que ça ciblait. Donc, les jeunes, on avait observé qu'il y avait un déficit activité physique, déficit nature chez eux, que ces observations-là est troublante parce que ça mettait en jeu, dans le fond, la santé des jeunes. Et à ça s'ajoutaient les enjeux de santé mentale, de détresse psychologique qui étaient observés chez eux et qui ont été accélérés par la période de pandémie. Alors, les cours d'école ont été ciblés comme des lieux à mettre en valeur. Mais quand on observait ces cours d'école-là, on voyait qu'elles étaient peu adaptées aux besoins, qu'elles étaient trop axées sur les terrains sportifs et qu'il y avait peu de variétés qui étaient offertes aux jeunes. Donc, la cour d'école idéale, dans le fond, selon un sondage qui avait été adressé à des jeunes, ça devait être un milieu de vie animé, en nature, inclusif, avec beaucoup d'usages, beaucoup plus que juste les terrains sportifs, et aussi un lieu d'apprentissage, d'éducation, de respect. Donc, ça répondait aux besoins des jeunes, mais aussi à ceux du personnel de l'école, de la communauté environnante. Et ce qu'on s'est dit, c'est que le loisir culturel pouvait très bien s'inscrire dans la vision de réenchanter la cour d'école. Je vous présente d'ailleurs rapidement la vision que les URLS ont retenue pour le dossier réenchanter la cour d'école. Donc, les adolescents et autres utilisateurs, que ce soit le personnel, la communauté de proximité, évoluent dans une cour d'école secondaire qui constitue un milieu de vie riche et stimulant, qui va offrir des occasions variées d'apprendre, de s'épanouir, de bouger, de se détendre, de socialiser, d'être quotidiennement en contact avec la nature, le tout au diapason de leurs besoins, intérêts, caractéristiques et conditions respectives. Donc, comme vous pouvez le constater, le loisir culturel s'inscrit très bien dans cette vision. Ça va être un moyen supplémentaire de s'épanouir, de s'exprimer, de créer. La portée, par contre, elle est plus grande que ce que réenchanter la cour d'école visait, soit la portée du loisir culturel, du dossier qui vous est présenté aujourd'hui, c'est, oui, les cours d'école primaire et secondaire, mais aussi les parcs et les espaces verts. Donc, on peut aménager des espaces de loisirs culturels dans tous ces espaces-là, ce qui est fort intéressant. Merci, Françoise. Effectivement, le loisir culturel qui peut enrichir de façon très positive le projet de réenchanter la cour d'école secondaire, puisqu'il offre de nouvelles avenues pour les jeunes et peut s'inscrire également dans les parcs, les espaces verts, comme tu le mentionnais.
Donc, ce qui m'amène à vous poser une petite question, justement, pour ceux qui sont présents ce matin. Est-ce que vous voyez bien le sondage qui vient d'apparaître? On vous pose une petite question ce matin, à savoir, croyez-vous qu'il y a une demande pour développer le loisir culturel au sein des écoles primaires, secondaires et dans les parcs et espaces verts de votre territoire? Donc, à vous la parole. Oh, je vous laisse répondre. Et 22 des gens qui disent des besoins sont exprimés régulièrement et nous sommes prêts à passer à l'action. Même pourcentage, 22 aussi qui a des demandes, mais il faut mieux s'organiser pour y répondre. On a quand même près de 50 48 des répondants qui disent on a peu de demandes, mais beaucoup d'intérêt à pousser ce dossier plus loin. Et finalement, on est curieux, c'est tout nouveau, on est en phase de découverte, on a 7 Parfait. Merci. On arrive maintenant à la phase justement où on va placer un peu les éléments, on va vous partager des définitions, puis des principes d'aménagement généraux pour justement bien mettre la table pour ensuite là, voir les fiches. Donc, Françoise, je t'invite justement, je te cède le micro pour la suite. Parfait, merci Maï. Alors, pour vous définir ce qu'est le loisir culturel, une 7-8 diapos là, que je vais vous présenter. D'abord, vous dire qu'il y a beaucoup de travail en amont de cette définition-là qui a été fait. Plusieurs documents qui ont été consultés, analysés, des sites Internet épluchés et les gens ont été quand même limités par le manque d'écrits scientifiques, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont ressorties qui permettent de donner un cadre à ce qu'on vous présente comme dossier de loisir culturel aujourd'hui. La conclusion, c'est qu'il y a plusieurs définitions qui sont disponibles, de la plus simple à la plus complète et la plus large, la plus complexe dans le fond. Les sources qui ont été analysées, c'est le CQL, Conseil québécois du loisir, la FQCCL, la Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs, l'Association québécoise du loisir municipal, le regroupement des URLF, la Ville de Montréal, Service Québec ou l'auteur Courchaine en 2020. Et il fallait bien trancher dans toute cette information-là. Donc, il y a une définition qui a été retenue pour le loisir culturel. Alors, la voici. Merci. Alors, le loisir culturel, c'est un ensemble d'activités ou de projets artistiques et patrimoniaux qui sont réalisés durant le temps libre d'application par choix. La pratique des activités est libre ou organisée, impressive ou expressive. Je vais vous expliquer tantôt ce que ça veut dire. Elle développe la créativité, l'ouverture d'esprit et contribue au développement personnel et collectif de façon générale. Donc, ça met la table. Les champs disciplinaires qui peuvent être visés dans le fond, parce que ça, c'est important aussi. Donc, vous les voyez, je vais vous donner des exemples de chacun. Les arts de la scène. Les arts de la scène, ça peut être le théâtre, le cirque, la musique, la danse, l'improvisation, les marionnettes, le chant, l'humour, les techniques de la scène. Les arts littéraires, ben, ça comprend la littérature, le roman, la poésie, les contes, l'écriture, la lecture et même le slam. Les arts médiatiques numériques, ça comprend le cinéma, la photographie, la vidéo, les arts graphiques, les multimédias. Les arts visuels, dessin, sculpture, gravure, estampes, peinture, sérigraphie, art plastique, l'artisanat, les métiers d'art. L'art du cirque, ben, c'est tout ce qui concerne les clowns, les acrobaties, l'équilibre sur un objet, la trampoline. Le patrimoine, ça comprend la muséologie, les loisirs scientifiques, les loisirs de collection. Donc, une vaste panoplie d'activités qui peuvent entrer dans ces champs disciplinaires-là. Maintenant, quels sont les bénéfices du loisir culturel? On a autant pour l'individu que pour la communauté locale. Donc, pour l'individu, il va augmenter ses connaissances, il va augmenter ses compétences, sa créativité, l'ouverture, l'expression de soi, les liens sociaux, ça va briser l'isolement. On peut favoriser des rapprochements intergénérationnels, de l'émergence de talents, peut-être même pour faire une carrière en loisirs culturels ou en culture, des développements d'intérêt pour la culture qui vont être variés. Vous avez vu tous les champs disciplinaires qui étaient couverts tantôt. Maintenant, les bénéfices pour la communauté locale, ben, ça va favoriser un engagement citoyen. Ça peut permettre le développement communautaire et social. Ça peut aider
à développer des aptitudes au vivre ensemble, des liens sociaux qui vont se développer et par le fait même le sentiment d'appartenance à une communauté, des retombées économiques pour un milieu et ça peut même aller jusqu'à lutter contre la dévitalisation si on utilise le loisir culturel de belle façon. On a deux sortes de loisirs culturels qui ont été identifiés. Ils peuvent être impressifs ou expressifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'impressif, c'est on apprécie les talents des autres à titre de spectateur. Ça ne veut pas dire qu'on est passif, parce que comme spectateur, on peut rire, pleurer, on peut parler, on peut danser selon les occasions. Par opposition, dans le fond, le loisir expressif, lui, le participant est un acteur. Il va créer, il va expérimenter, il va jouer, il va s'exprimer. Dans ce cas, on pratique activement l'activité et on participe au processus de création. Si on continue dans les principes d'aménagement, donc en termes d'aménagement, il y a 4 éléments qui ont été regardés. D'abord, l'aménagement au niveau physique et spatial. Donc ça, c'est peut-être celui auquel on pense le plus facilement. C'est s'assurer que les bâtiments, les équipements vont être à distance raisonnable, que le temps pour s'y rendre va être le plus possible réduit et ils vont être accessibles à des personnes à mobilité réduite. On doit aussi penser que certaines activités vont nécessiter des animateurs spécialisés qui pourront prendre en charge certaines activités de loisirs culturels. Donc, c'est d'autant plus important que les lieux ne soient pas trop loin. On pense aussi à une accessibilité qui va être financière. Ça va être valable autant pour les utilisateurs qui doivent être en mesure de pouvoir payer l'accès lorsqu'il y a un coût et aussi les organisateurs qui doivent avoir la capacité de payer des aménagements en faveur du loisir culturel et de se procurer les équipements qui vont être requis. En termes d'accessibilité, on doit penser aussi au niveau social, culturel. Donc, il faut penser ouvrir le loisir culturel à toutes les classes sociales et à toutes les cultures. Et d'ailleurs, ça peut représenter une richesse en soi. Et on peut faire alors surgir des découvertes culturelles en associant les cultures les unes avec les autres. La littératie, donc ça, c'est être compétent dans l'usage de l'information. Donc, les activités culturelles font appel à un ensemble de savoirs, dont certaines qui vont être spécifiques à un champ disciplinaire concerné. L'offre de parcours d'apprentissage qui va être différent selon l'âge, l'expérience, le vécu des participants peut favoriser cet aspect de l'accessibilité aux loisirs culturels, donc le développement des savoirs. Ensuite, si je poursuis avec les principes généraux d'aménagement, il y en a quelques-uns qu'on devrait respecter. Donc, on va favoriser un meilleur contact des participants avec la nature en exploitant les espaces verts et l'environnement. Dans ce cas, il faut s'assurer que les espaces soient attrayants pour qu'on ait le goût d'y être et d'y revenir et que les équipements ou les bâtiments soient sécuritaires et adaptés aux besoins de toutes les clientèles qui vont fréquenter ce lieu. Si l'endroit est vaste, il peut être intéressant de l'organiser avec des zones. On voyait ça dans aménager la cour d'école autant au niveau primaire que secondaire. Donc, ça revient ici. Organiser l'espace en zone avec des possibilités, soit de pratiques libres ou de pratiques organisées, des endroits qui vont être plus isolés où on peut pratiquer un instrument de musique, apprendre le texte de sa prochaine pièce de théâtre ou lire. Et en tout temps, le respect des normes en vigueur devra être observé en matière de construction, en matière d'aménagement. Il faudra aussi penser au confort des installations. Des sièges en pierre naturelle, ça peut être super beau, mais quand l'automne arrive, ça peut être super froid aussi. Donc, essayez de penser au confort des gens. Ensuite, je termine avec les saisons. Les saisons sont là pour rester. Donc, dès qu'on commence à imaginer notre espace, on essaie de voir comment il pourra vivre en fonction des 4 saisons pour l'exploiter à son plein potentiel. Et aussi, on va essayer de penser de façon inclusive, inclure toutes les clientèles avec les besoins et aussi la communauté qui voudra se rendre éventuellement dans cet espace-là. Les aménagements pourront être permanents, soit mono ou multifonctionnels. Donc, en termes d'aménagement permanent, vous avez quelques photos qui sont ici. Ça peut être une scène qui va accueillir tous les arts de la scène, une place publique, un agora. Ça peut être un mur de graffiti qui va être permanent ou mobile, une classe nature avec un abri couvert ou non, une bibliothèque de style croque-livre,
Et ces aménagements-là, s'ils sont monofonctionnels, on doit s'assurer qu'ils répondent pas seulement à un effet de mode parce qu'ils risquent de tomber en désuétude. L'avantage des aménagements qui sont multifonctionnels, c'est qu'on pourra toujours réinventer les activités qui s'y tiennent. Mais à la fois, parfois, quand ils sont trop multifonctionnels, ça ne permet pas de faire des activités bien précises. Donc, il n'y a pas de monde idéal. On doit essayer de voir qu'est-ce qui sera le mieux pour répondre à nos besoins à nous. On peut aussi avoir des aménagements qui vont être temporaires. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Une scène mobile ou un théâtre ambulant, une bibliothèque mobile, un piano public qui peut bouger, une exposition extérieure, un chapiteau, des événements ou des places éphémères. Donc, ces activités-là requièrent des aménagements temporaires et il va y avoir parfois du matériel, des équipements qu'on ne pourra pas laisser sur place. Donc, si on pense à de tels aménagements, il faudra penser à où est-ce que je range les choses, le système de son, les pots de peinture, une fois que l'activité est terminée. Mais l'aménagement temporaire a un avantage, c'est qu'il peut nous amener à créer des effets surprises, des effets wow pour réinventer dans le fond un espace ou un lieu du quotidien. Le désavantage de ces lieux-là, c'est qu'ils doivent être montés et démontés. Et quand on pense aussi matériel, programmation, animation, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que les aménagements vont favoriser les activités de loisirs culturels, mais pas que, parce que l'animation, c'est vraiment ce qui va donner vie aux aménagements. Donc, si on a beau avoir les plus beaux aménagements, s'il n'y a pas d'animation pour les faire vivre, ben, peut-être qu'on va les sous-utiliser. On doit penser aussi que le matériel pourrait être requis dans certaines activités et que celles-ci, une fois terminées, on doit les mettre au sec, à l'abri du vandalisme également. Une réflexion sur l'aménagement d'un site doit aussi être accompagnée d'une réflexion sur le climat et la sécurité qu'on veut y installer. Donc, on souhaite que les participants aient le goût de venir dans ce lieu, se sentent à l'aise, se sentent bien accueillis, se sentent respectés. Donc, c'est à réfléchir comment on va créer ce milieu sécuritaire-là. Voilà. Merci Françoise. Tout ça met bien la table pour la présentation des fiches de loisirs culturels. La prochaine diapo me permet d'ailleurs de vous parler de la structure justement des fiches. Voilà. Donc, chacune des fiches vise l'aménagement d'espaces de loisirs culturels. Très pratico-pratique. Les rubriques sont les mêmes en fait pour les 5 fiches. Donc, très simple, cette fiche est pour vous si, pour animer ce type d'aménagement, vous aurez besoin de... Je vous épargne les détails, on va les voir vraiment là, justement dans la suite. Les aménagements de ce type permettent la tenue de les pistes d'aménagement, d'autres considérations, et aussi on a des schémas d'organisation spatiale, et puis 3 exemples issus des communautés pour chacune des fiches. Et finalement, on a laissé de l'espace pour que vous puissiez insérer vos propres notes, un petit pense-bête. Donc, là, ce que vous voyez, dans le fond, c'est vraiment la fiche 1, l'espace de spectacle, et c'est la première page. Donc, pour les prochaines diapos, en fait, je cède la parole à Françoise. Alors, merci Maître. Si tu veux mettre la prochaine diapo. Merci. Alors, les 4 premières diapos, c'est du texte. J'imagine que ce qui vous intéresse aussi dans ça, c'est les exemples. Donc, je vais quand même passer rapidement sur les éléments que vous pourrez lire par la suite là, plus attentivement dans chacune des fiches. Mais cette fiche 1, elle est pour vous si, premièrement, vous possédez des ressources d'animation, des ressources pour faire l'entretien des lieux, la salle de spectacle et tout, surveillance, montage, démontage. Si vous avez aussi accès à un intervenant, soit un artiste, un conférencier, du public, de l'équipement des sièges. Donc, on est déjà bien parti si on a ça. Pour animer ce genre d'aménagement-là ou ce type d'aménagement-là, vous allez avoir besoin d'une programmation qui va permettre d'animer le parc ou la cour d'école
soit un spectacle, une activité, et ça va vous permettre de faire des prestations artistiques, des conférences, de projeter des films. Donc, vous visez avec ça des objectifs comme piquer la curiosité, favoriser l'ouverture d'esprit, rendre la culture disponible ou simplement divertir les gens qui vont s'y rendre. Vous avez les pistes d'aménagement, dans le fond, c'est que vous pourrez utiliser une structure naturelle ou une structure bâtie. C'est théoriquement préférable d'avoir un endroit qui va être central et légèrement surélevé pour permettre, dans le fond, que ce soit plus facile pour les spectateurs de voir. On vous suggère d'avoir des bancs ou des chaises qui vont être mobiles pour les spectateurs. Donc, les bancs peuvent être fixes, les chaises mobiles, ça permet un petit peu plus de flexibilité. De circonscrire cet espace-là pour réduire les nuisances sonores ou visuelles, donc pas entendre l'autoroute qui passe à côté pendant le spectacle. Limiter les activités ou les circulations autour de l'aire de spectacle pour éviter, dans le fond, des distractions, encore là. Pensez aux zones ensoleillées et les zones ombragées. Choisir, dans le fond, l'orientation de votre espace pour pas que les spectateurs aient le soleil en plein visage au moment où la prestation se fait. Éviter l'aveuglement des spectateurs. D'autres considérations, il faudra toujours penser à des rangements sécuritaires qui sont à prévoir à proximité. Pensez 4 saisons, donc matériaux, chauffage, déneigement, c'est des éléments à considérer. Des plans B pour les jours de pluie, donc un spectacle est prévu, est-ce qu'il y aura un toit? S'il y a une journée pluvieuse, on fera rentrer les gens à l'intérieur, donc pensez quelle sera l'alternative à ce moment-là. Est-ce que ça sera un aménagement qui sera permanent ou temporaire? Chacun a ses avantages et inconvénients, comme on le disait tantôt. On essaie de voir aussi comment l'aménagement s'intégrera de façon harmonieuse dans le paysage et voir quelle sera la polyvalence de ce lieu pour susciter d'autres utilisations. C'est tous des éléments qui sont à penser. Et sur la dernière fiche que je vais vous présenter pour la fiche 1, dans le fond, on a une proposition d'espace. C'est à réfléchir en fonction des besoins et des caractéristiques de votre espace à vous, mais ça peut être un exemple d'aménagement qui peut être exploité, une scène surélevée, un contact avec la nature, isoler des distractions, des bruits environnements, une capacité à asseoir des spectateurs. Donc, c'est un type d'aménagement qui peut être intéressant. Mais toi, je crois, Mike, que tu as des exemples concrets à nous partager qui sont répertoriés dans la fiche. Est-ce que tu aurais le goût de nous montrer ça? Oui, j'ai le goût de vous montrer ça, c'est certain. En fait, on arrive dans le concret. Donc, merci Françoise de me donner l'occasion de montrer vraiment des aménagements qui sont inspirants. Le premier exemple qu'on a, c'est à Montmagny, la scène extérieure qui a été pensée pour être utilisée toute l'année. On va avoir l'occasion d'en parler plus en détail avec notre invité Patrick un peu plus tard. Donc, je passe rapidement là, sur ce premier exemple et je vous amène au second qui nous parvient en fait de Rimouski. Donc, l'Agora en pente du parc Beau Séjour de Rimouski devient en saison estivale le théâtre de nombreuses activités culturelles. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est construit dans l'enceinte d'un buton. Donc, la pente gazonnée a été aménagée avec des bancs de bois. Au centre se trouve une scène en pavé avec des escaliers en béton d'un côté et une rampe d'accès de l'autre. Donc, vous voyez sur la photo une conque gonflable bleue permet de changer de look le look de la scène ou de protéger les artistes quand il y a trop de soleil. Donc, il y a aussi un local d'entreposage qui est intégré au grand pavillon de service à proximité pour ranger les équipements de sonorisation. Donc, le panneau électrique est situé tout près de la scène et l'espace central de l'Agora permet aussi le jeu libre et les pique-niques lorsqu'il n'y a pas de représentation. Et c'est transformé en anneau de glace en période hivernale. Donc, c'était le deuxième exemple de la première fiche. Le troisième, ça se passe à Saint-Victor en Beauce. Donc, la municipalité de Saint-Victor a fait preuve vraiment d'audace et d'imagination en créant une scène sur le toit d'un conteneur, laquelle est encastrée dans une butte naturelle. Donc, au niveau de ses principales caractéristiques, sur le conteneur de 8 pieds par 40 pieds
constitue l'assise des deux scènes et peint une fresque originale, donc réalisée par un collectif d'artistes. Un sentier pédestre parsemé d'œuvres complète l'aménagement du parc et vraiment apparaît comme un musée à ciel ouvert. On a utilisé une pente naturelle pour donner une vue aux spectateurs sur la scène qui est située au-dessus du conteneur. On a aussi posé des pierres naturelles pour que les spectateurs puissent s'y asseoir. D'autres participants ou d'autres spectateurs apportent leurs chaises de camping et les posent sur l'herbe. Il y a aussi un chapiteau qui peut être ajouté sur le conteneur lors des représentations. En cas de pluie ou en cas de temps incertain, on retrouve une petite scène aussi à l'intérieur. Il y a des toilettes qui sont accessibles en tout temps dans le conteneur, des prises électriques intérieures et extérieures et un accès à l'eau courante, donc pour assurer une meilleure faisabilité technique des spectacles. Mentionnons en terminant que les lampadaires du terrain sportif de baseball juste à côté éclairent l'espace, ce qui favorise vraiment la sécurité en fin de soirée. Donc, la section Pense-Bête est issue des réflexions et des échanges d'intervenants scolaires et municipaux pour nous rappeler justement quelques éléments importants à considérer dès le début de votre mise en œuvre. Donc, la zone où s'installe le public offre une bonne vue sur l'espace de spectacle. L'espace de spectacle est circonscrit par des obstacles naturels ou artificiels et comprend suffisamment d'équipements sur lesquels les spectateurs pourront s'asseoir, suffisamment d'espace libre où les spectateurs pourront poser leurs chaises. Les endroits prévus pour les spectateurs contiennent des zones ensoleillées et des zones ombragées. L'espace de spectacle devrait être facile à trouver dans le parc ou dans la cour d'école, est orienté de façon que le public ne soit pas aveuglé par le soleil. Un bloc sanitaire ou des installations temporaires se trouvent à proximité. Des branchements électriques sont disponibles pour alimenter le matériel technique. Celui-ci peut être rangé de façon sécuritaire près de l'espace de spectacle. Une signalisation dans le parc ou dans la cour d'école guide les visiteurs vers l'espace de spectacle. Et finalement, la scène et les endroits réservés aux spectateurs sont pleinement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc, Françoise, passons maintenant à la présentation de la fiche numéro 2, si tu le veux bien, qui concerne les aménagements extérieurs qui favorisent les ateliers d'art ou de toute autre discipline. Merci, Mère. Donc, on va garder un petit peu le même principe de présentation. La fiche qui concerne les espaces extérieurs, si tu veux me mettre la prochaine diapo, merci. Elle est pour vous si vous avez des classes ou des ateliers extérieurs d'art à offrir dans votre cours ou dans votre parc. La pratique d'une discipline artistique à l'extérieur, un transfert de connaissances à faire dans un contexte d'apprentissage en extérieur, comme une classe extérieure. Donc, pour animer ce type d'aménagement, vous aurez besoin d'un enseignant en art ou d'un animateur d'atelier, une clientèle, plus du matériel approprié. Les aménagements de ce type-là vont permettre la tenue de cours, d'ateliers, des ateliers genre les arts de la scène, les arts visuels, la musique ou la danse. Ils vont permettre aussi des performances, des démonstrations, des conférences ou des spectacles. Donc, ça peut être multifonctionnel. Les pistes d'aménagement maintenant. L'intervenant doit être vu et entendu par tous les participants. Donc, ça, c'est une clé. Les participants, idéalement, doivent être assis, bon, à moins que ce soit un atelier de danse, là, mais dans une classe extérieure ou dans un contexte d'apprentissage, les participants, c'est mieux qu'ils soient assis. Le mobilier peut être temporaire, ça va donner plus de flexibilité. Si je fais un atelier où les gens doivent se lever, on tasse les chaises et c'est plus flexible de cette façon-là. Un tableau blanc ou vert pour que l'intervenant puisse écrire des choses. Une surface qui va être stable au sol. Ça, ce que ça va permettre, c'est que certaines activités comme la danse pourront être réalisées, mais aussi on pourra mettre du matériel qu'on peut bouger, qui est amovible sur la surface qui est stable sans que tout soit brinque-ballant. On doit penser à circonscrire un peu comme tantôt dans la fiche 1,
l'espace avec des éléments naturels, un espace accessible mais isolé pour réduire les nuisances sonores visuelles. Limiter aussi la circulation autour de l'aire de classe ou l'aire de spectacle extérieur. Penser aux zones ensoleillées, aux zones ombragées, éviter l'aveuglement des participants, c'est le même principe. On doit penser à un point d'eau qui va être à proximité, un bloc sanitaire, un endroit où ranger le matériel pour qu'on puisse prévenir le vandalisme quand on a des aménagements qui sont amovibles ou des équipements qui sont amovibles. Les autres considérations qu'on doit faire qui sont spécifiques à cette fiche-là, donc bien sûr, les espaces verts à exploiter. La classe, ce qui est intéressant, qui est peut-être nouveau par rapport à l'autre fiche, la classe extérieure peut être un lieu de rendez-vous. On donne rendez-vous à nos participants, on donne des consignes et par la suite, on utilise tout autour l'espace vert de l'ensemble du parc ou de la cour pour découvrir, explorer, expérimenter. Donc, ça devient un point de rendez-vous. Pensez aux 4 saisons, donc les matériaux, le chauffage, le déneigement, la couverture de la classe doivent être réfléchis. Toujours un plan B au cas où la période de mauvais temps se pointe. Des aménagements temporaires ou permanents, chacun a ses avantages, ses inconvénients. Le confort, des coussins, des couvertures, puis on peut aussi demander à nos participants d'apporter des choses qui vont leur donner plus de confort, des coussins par exemple, un rangement sécuritaire. Une autre chose qui est intéressante aussi qu'on n'a pas dit tantôt, c'est la classe peut être embellie avec des œuvres artistiques. Donc ça y mettra de la couleur. Et il faudra toujours penser à faire des inspections régulières de ces lieux-là et prévoir des budgets de réflexion au cas où. Alors, un schéma d'aménagement qui pourrait vous être présenté, une possibilité toujours à regarder en fonction de vos besoins et des caractéristiques de vos espaces, mais dans celui-ci, on exploite les espaces verts. La classe extérieure est aménagée avec des estrades pour s'asseoir, des tables pour le travail en équipe, des surfaces stables. On peut mettre des chaises autour des tables à ranger lorsque l'activité va être terminée. Il y a des espaces de rangement qui sont prévus, qui pourront aussi être utilisés en cas de pluie. Dans ce cas-là, c'est le plan B, c'est le petit bâtiment à côté. Il y a de l'eau qui est disponible sur place, des toilettes à l'intérieur. Le tout est à réfléchir en fonction de vos besoins. Et je crois que de nouveau, Maître, tu as des exemples intéressants à nous partager. Oui, tout à fait, Françoise. 3 beaux exemples, en fait. Donc, on commencerait avec la classe extérieure qui est située à l'École du Boisé de Sept-Îles, qui est une façon ingénieuse d'aménager sa cour ou son parc pour y offrir des cours ou des ateliers en lien avec les arts. L'École du Boisé a tenté l'expérience. Je vous parle un petit peu des principales caractéristiques, justement. Donc, il y a une zone qui est délimitée par un cercle, comme vous voyez sur les photos, un cercle de sable qui circonscrit la classe extérieure. Il y a une forme circulaire qui a été privilégiée pour que tous les élèves voient l'enseignante. Donc, celle-ci intervient facilement avec ses élèves, circule librement dans la classe. Il y a un tableau qui est disponible pour les démonstrations. Et la classe est située un peu à l'écart aussi des autres aménagements pour éviter les distractions, mais quand même à proximité de l'école pour faciliter le transport du matériel. Ensuite, le deuxième exemple, c'est en 2020, l'École des Champs et Marées, édifice à Sainte-Marie à Batiscan, a complété à peu de frais l'aménagement de cette classe en forme d'agora. Je vous montre tout de suite. Dans un secteur ombragé de la cour, donc avec un banc faisant face à des assises en pierre naturelle. Donc, les caractéristiques, justement, c'est un aménagement qui est minimaliste, qui permet une utilisation polyvalente. Ça favorise évidemment les interactions entre l'enseignant et la classe. Les tables peuvent être ajoutées en périphérie pour le travail pratique et l'espace est aussi utilisé pour la récréation, les dîners, les activités de yoga et de méditation. Le troisième exemple, il s'agit de l'École du Triolet à Saint-Colomban. Donc,
Depuis la rentrée 2020, les élèves de l'école peuvent profiter d'une magnifique classe extérieure accessible pendant les périodes de classe. Vous voyez ici. Donc, la classe extérieure est justement jouxtée à un parc d'hébertisme municipal derrière l'école. Donc, on remarque le caractère forestier qui a été conservé pour avoir un contact privilégié avec la nature. On voit aussi que les enseignants ont teinté le design de la classe avec leurs propositions. Ils ont participé à l'élaboration, pardon, et l'aménagement a été complété avec des roches, un tableau, des îlots de travail collaboratif, donc ils peuvent accueillir une dizaine d'élèves chacun. Mentionnons que le boisé est utilisé pour de l'enseignement non traditionnel aussi, des lectures, des pratiques de musique et chorale. C'est une classe qui peut être utilisée aussi par les citoyens. Donc, il y a des activités qui sont organisées conjointement avec la bibliothèque municipale et la ville. Et finalement, le projet a été développé en partenariat aussi avec les travaux publics de la municipalité de Saint-Colomban. Comme pour l'autre fiche, on a inséré un petit pense-bête. Donc, les responsables du projet ont pensé aux éléments suivants. Donc, la classe extérieure est dans un endroit calme, sécuritaire, visible et accessible. Le sol est adapté en fonction des activités qui vont être réalisées à cet endroit. La configuration permet à l'intervenant de bien voir les participants, de circuler parmi eux. L'espace est suffisamment grand pour accueillir tous les participants prévus. En cas de mauvais temps, un bâtiment permet de réaliser les activités prévues. Donc, on parle d'un plan B. Il y a un point d'eau qui est accessible, de même que des installations sanitaires et des branchements électriques. Il y a des espaces sécurisés disponibles pour le rangement du matériel, une signalisation adéquate pour se rendre à la classe extérieure. Donc, on parle pour les élèves ou les visiteurs. La classe, le mobilier et le matériel utilisé sont pleinement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Alors, c'est maintenant le temps de notre période d'échange de notre invité, M. Patrick Morancy, a généreusement accepté de venir nous parler de son aménagement favorisant la présentation d'un spectacle. Il s'agit de la scène extérieure de la place Montel. Donc, cet aménagement a été conçu en 2017. Donc, tout d'abord, bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté l'invitation avec enthousiasme. On est curieux d'en savoir plus justement sur votre aménagement de votre scène extérieure. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler justement de ses principales caractéristiques? Bonjour Maï, bonjour tout le monde. Merci de me laisser la chance de vous présenter ce projet-là. Donc, juste avant, juste une petite présentation. Dans le fond, moi, je suis responsable culturel et touristique au niveau du service des loisirs de la ville. Puis, dans le fond, c'est un projet qui a été d'abord porté par le bureau du maire. Et donc, quand il est venu le temps d'animer cette infrastructure, ben, c'est les services de loisirs qui ont eu le mandat, bien sûr, d'animer tout ça. Donc, l'objectif de base de cette infrastructure-là, c'était d'animer le centre-ville. C'est une place publique qui est au cœur du centre-ville de Montmagny. Et dans le fond, on a une programmation de spectacle depuis plusieurs années. Puis, bon, on avait toujours la problématique de la scène, qui était une scène temporaire montée pour l'occasion sur différents terrains. Des fois, à l'occasion, quelques années, on l'a montée dans la rue même, donc on doit fermer la rue pour une partie de l'été. Et cette idée-là, dans le fond, est venue d'utiliser un terrain qui avait été laissé vacant par l'ancien hôtel de ville. On a déménagé l'hôtel de ville en 2010. On l'a déménagé en face de on a déménagé dans la caisse populaire qui était en face de l'ancienne mairie. Et donc, il y avait un beau terrain qui devenait disponible. La vieille mairie était une bâtisse qui datait des années 1940, donc plus tellement aux normes du bâtiment. Donc, on a démoli une partie de cette mairie-là pour obtenir un super beau terrain vraiment au cœur du centre-ville, à l'entrée du centre-ville. Et en 2015, on a ouvert une bibliothèque en partie dans l'ancien presbytère. Donc, vous voyez un peu l'idée générale de ça. On était vraiment au cœur de notre vieux centre-ville.
Et donc, pour la bibliothèque, c'est une firme d'architectes qui a eu, bien sûr, qui a eu le contrat de tout modeler ça, d'annexer au vieux presbytère, dans le fond, un bâtiment plus moderne. Et le bureau du maire, dans le fond, a eu l'idée de donner à cette même firme-là le projet de construire cette infrastructure-là qui est la scène et la place Montel. Et donc, je pense que l'idée première, dans le fond, de l'architecte a été de créer un ensemble avec l'architecture de la bibliothèque, du nouveau bâti de la bibliothèque, pour donner un peu l'effet que vous avez présentement, qui touche donne un rendu assez blanc, assez moderne, en bois. Et donc, c'est comme ça que le projet est né, finalement. Et donc, on voulait, nous, un espace qui était comme polyvalent, vraiment avoir une mixité des usages, un espace qui est assez grand, et que la scène puisse être une scène, mais aussi en même temps une terrasse couverte. Donc, l'idée de couverture était très, très importante pour nous. On voulait avoir un espace où on pouvait utiliser l'avant et l'arrière de façon, là, comme vous voyez présentement, dans le fond, sur l'image, c'est une scène, mais là, on a utilisé la scène pour créer, qu'elle devienne une estrade, dans le fond, une estrade pour accueillir des groupes à l'ombre, parce qu'une des faiblesses de cette place-là, bien sûr, on parle d'une place, donc c'est ouvert et on a peu de végétation qui crée de l'ombre. C'est une de nos faiblesses qu'on tente de trouver une solution pour ça, mais ce n'est pas facile. Nous, l'idée derrière ça, c'était d'accueillir des spectacles, bien sûr, mais d'accueillir toutes sortes d'animations, d'en faire une place citoyenne où tous les gens sont à l'aise à venir, à passer seulement du temps assis sur la place. Donc, on voulait vraiment avoir une mixité des usages pour ça. Et dans le fond, c'est une scène qui est orientée vers le nord, qui est ouverte vers la rue. Qui est encerclé aussi d'un parc d'un côté, mais de la rue principale là, du Vieux-Montmagny, qui est la rue Saint-Jean-Baptiste, comme plusieurs vieilles villes au Québec, et donc en plein cœur des commerces. Donc, créer l'achalandage vraiment pour que nos commerçants du Vieux-Montmagny puissent tirer profit de cette infrastructure-là. Ça a été, dans le fond, l'avantage qu'on a eu, juste pour vous parler du projet dès le départ, c'est que le conseil municipal, l'ancien conseil municipal, donc ça fait déjà 2 mandats, avait prévu le coup depuis quelques années. Donc, on n'a pas eu à aller en ouverture de registre pour faire un prêt. Pour cet équipement-là qui a coûté au bas mot peut-être 1,2 million, je pense. Et donc, il avait fait des provisions pour pouvoir construire le projet. Donc, au niveau de la population, c'est un projet qui a très, très bien passé. Il n'y a pas eu de débat, d'enjeu par rapport à ça. Mais assez rapidement, il a fallu quand même le faire accepter officiellement. Donc, tout de suite, le plus tôt possible qu'on a pu, on a fait une ouverture officielle. C'était un gros happening là, autour de cette place-là, en disant aux citoyens, c'est à vous, venez l'utiliser-la, puis profitez-en bien. Là, et ça a quand même super bien répondu. Super. Donc, on voit vraiment l'originalité, la scène inversée, justement, l'espace devant qui, j'imagine, l'hiver est facile quand même aussi à déneiger juste devant. Tu nous as parlé justement un peu des premières étapes. Est-ce que tu peux élaborer un peu, Patrick? Ensuite, ça a été quoi les grandes étapes clés, disons, là, pour mener ce projet à bien à partir du moment qu'il y a eu la décision du conseil municipal d'aller de l'avant? Oui, certainement. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est un bureau qui venait c'est un projet qui venait du bureau du maire. C'est pas une bonne chose, mais qui des fois est un peu une moins bonne chose, puisque dans le fond, ce projet s'est fait un peu, là, donc ça s'est construit avec l'aide de la firme d'architectes, là, pour s'en dire en catimini, ce n'est pas nécessairement ça, mais on n'a pas eu à intervenir au départ tant que ça dans le projet. Donc, on a eu une présentation du projet quelques mois avant le début des travaux. Et là, on s'est rendu compte que c'était une très belle infrastructure, mais pratico-pratique, l'architecte n'avait pas l'habitude de faire des scènes. Et donc, elle s'est payée, on peut dire, elle s'est payée un bon trip là, de dessin, mais il manquait beaucoup de côté pratique à ça si on voulait en faire une scène. Et donc, c'est là qu'on est intervenu vraiment à la dernière minute. Les plans étaient quand même pas mal avancés. Il a fallu lui demander de faire beaucoup de modifications. Et donc, le conseil que je peux vous donner, si vous avez l'intention de
construire une infrastructure de ce genre-là, c'est vraiment on parle de scène très tôt dans le projet, de faire intervenir des spécialistes en art de la scène, là, en aménagement scénique, puisque ça peut modifier quand même pas mal le projet. Exemple, vous avez sur la photo de gauche, on a des ponts d'éclairage plafond. Donc, ce qui dit pont d'éclairage, ça prend des palans. Donc, on ne voulait pas qu'il y ait des chaînes qui traînent là, tout le temps lors des spectacles. Donc, ça prend des palans électriques. Les palans électriques, il faut les mettre à l'abri à l'extérieur. Donc, il a fallu vraiment épaissir de beaucoup le plafond pour mettre ça. On avait donc la scène était blanche comme ça, ça look super bien, mais pendant un spectacle en bois, la diffusion du son n'est pas nécessairement idéale. Donc, on a fait intégrer à la structure une raille de rideaux avec un rangement pour les rideaux. On est à l'extérieur, on ne veut pas laisser les rideaux tout le temps à l'extérieur. Donc, ces rideaux-là sont rétractables. Ils sont un armoire, là, dans le fond, une grande porte qui rouvre et on peut tirer les rideaux d'un bord et de l'autre. Comme vous le voyez aussi, la scène est un peu désaxée. Encore là, le look est super intéressant, mais quand on fait un spectacle, il faut quand même essayer de circonscrire l'aire de jeu. Donc, on a aussi demandé à recentrer la scène. Vous voyez, les ponts d'éclairage ne sont pas nécessairement dans le centre de l'infrastructure en tant que telle. Donc, c'est toutes sortes de petits détails comme ça qu'on a demandé par la suite et qui aurait été l'idéal, c'est de l'avoir que l'architecte l'intègre dès le départ. Aussi, on est accolé à l'ancienne caserne de pompiers. Nous, on avait imaginé que cette caserne-là deviendrait un entrepôt pour nous. On en avait besoin. Sur les gens des loisirs, vous savez qu'on n'a jamais trop d'entreposage. Et donc, l'architecte n'avait pas prévu de créer un lien entre la scène et l'entreposage derrière. Ça me semblait pas tellement logique. En disant que il y aura des escaliers, vous aurez juste à charrier le stock par les escaliers par l'extérieur. Donc, oui, ça peut, mais si on peut faire autrement, c'est encore l'idéal. Donc, de la scène jusqu'à l'entrepôt, on a grosso modo 5 pieds de décalage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour charrier le stock de l'entrepôt vers la scène? L'architecte nous a dit, moi, je ne peux pas vous le faire. Il faudra faire une rampe. Mais là, la rampe avec le calcul et tout ça, c'est une rampe qui devait mesurer à peu près 25 pieds de long. Ça n'a aucun bon sens. Donc, il a fallu s'acheter là, un chariot élévateur pour pouvoir charrier notre stock vers la scène. Donc, voyez-vous, c'est pour ça que je vous dis que très tôt dans le dossier, il faut intégrer des spécialistes en bassin. Oui, il y a tellement de technicalités auxquelles on doit penser. Donc, il vaut mieux s'y prendre très tôt puis les prévoir. Oui. C'est ça que tu nous rappelles. Oui. Est-ce que tu as rencontré d'autres défis ou difficultés au cours des dernières années, donc depuis 2017, toi et ton équipe? Puis on serait curieux de savoir justement si oui, comment vous les avez surmontés. Ça peut peut-être aider les autres intervenants scolaires ou municipaux, là, justement. Oui, entre autres, là, au niveau de la sécurité du site. En fait, la mixité des usages, on en parlait tantôt, ça a toujours ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Il a été prévu au départ sur la place. Et puis, l'objectif était quand même valable d'insérer des jeux d'eau, des jets d'eau pour que les familles du centre-ville qui sont un peu plus démunies puissent profiter là, lors des journées chaudes de l'été, de profiter d'un peu de fraîcheur là, en actionnant les jets d'eau. C'est très, très, très intéressant, très louable. Cependant, à l'usage, on a des spectacles l'été, de juin jusqu'à septembre, grosso modo. Là, on a des spectacles les lundis, les mercredis et les vendredis. Donc, ces journées-là, les jeux d'eau ne peuvent pas être activés, bien sûr. Là, on a une équipe technique qui travaille là-dessus. Et donc, il faut les ouvrir, il faut les fermer. Là, il s'agit que le technicien oublie d'ouvrir les jeux d'eau, ça ne marche pas la fin de semaine, les citoyens disent qu'il n'y a pas de jeux d'eau. Aussi, on n'a pas de récupération d'eau. Fait que lors de sécheresse l'été, on ne peut pas, par souci d'équité vers les citoyens qui, des fois, on demande de ne pas trop consommer d'eau, on ferme le jeu d'eau aussi. Donc, c'est une infrastructure qui a coûté quand même assez cher, mais qui finalement, au total, ne sert pas beaucoup. Aussi, vous voyez sur la photo de droite, on a eu un petit incident sur la scène l'été passé. Je ne sais pas, Maïs, il y a d'autres photos là, sur les expositions qu'on a fait, les décors, mais vous voyez un peu, là, durant la pandémie, donc, on a essayé d'animer, vu qu'on ne pouvait pas animer
tant que ça la place, on a décidé de s'en servir pour installer des décors. Exemple à Noël, Saint-Valentin, au printemps, cabane à sucre et tout ça, pour que les gens puissent circuler sur la scène et aller profiter du décor, prendre des photos, on a fait des concours, tout le kit. Mais malheureusement, si tu surveilles la photo précédente, s'il te plaît, il y a un citoyen on avait une exposition de photos qu'on avait installée, de photos anciennes qu'on avait installées sur la scène, et il y a un citoyen qui a reculé et qui a tombé en bas de la scène. Donc, on est à peu près là, encore là, à 60 pouces là, environ là, de hauteur. Et donc, bon, il s'est blessé gravement. Donc, c'est bon, mixité d'usage, oui, mais pourtant, c'est assez évident. La personne a monté sur la scène, elle savait qu'elle était à une certaine hauteur, il faut croire. Mais là, en reculant, elle a oublié qu'elle était à une certaine hauteur, puis bon, elle a tombé en bas. Et là, les assurances nous demandent, là, on a l'obligation de mettre lors d'événements spéciaux où on offre aux gens à monter sur la scène, comme c'est le cas présentement, on a un décor de Noël. Bon, ben, il faut mettre cette petite clôture, du moins un repère visuel Oui, qui rappelle aux gens qu'on est sur c'est la ce scène. qu'on voit là sur la photo. Ah oui. Et donc, récemment, on a tenu un marché de Noël là, sur la place, puis bon, spectacle et animation sur la scène aussi. Autre défi aussi, comme on est, bon, il y a eu plusieurs événements, ben, pas plusieurs, mais quelques événements récemment, là, quelques années là, en France, entre autres, et tout ça, des véhicules qui ont rentré dans la foule. Bien, encore là, ça n'a pas été pensé tout à fait. On a une belle ouverture. C'est vraiment une grande ouverture qu'on a sur la rue principale et c'est pas trop compliqué si quelqu'un veut là, de se faufiler. Justement, hier, il y avait une voiture de parquet en plein milieu de la place. Là. Il attendait sa madame qui était allée chez Corvette. Donc, on a aménagé durant l'été, on met des gros blocs là, en acier galvanisé, plein de fleurs, pour pouvoir bloquer cet accès-là aux véhicules. Je comprends. Des choses qui n'ont pas été pensées à la base, là, qui pourtant auraient dû l'être. Bien, merci Patrick. En fait, j'ai d'autres questions pour toi, mais j'ai envie de laisser peut-être la parole plus aux participants qui sont avec nous, justement. Donc, ça serait le temps, si vous voulez, justement, poser vos questions à Patrick qui a mis la table. Jocelyn, dans le chat, prendrait une ou deux interventions considérant le temps qu'il nous reste. Donc, si vous avez des questions, sinon, moi, j'en ai aussi, là, c'est certain. Mais je préfère vous laisser la parole. Donc, est-ce que ça vous inspire justement ce que Patrick dit? Est-ce que ça vous fait penser à vos propres milieux, justement? Est-ce qu'il y a des défis particuliers, des enjeux auxquels vous pensez? En attendant vos questions, moi, je dirais justement, ça m'a fait penser tout à l'heure, Patrick, tu me disais que tu avais des recommandations pour les gens qui vivaient peut-être le même genre de réalité. On a parmi les participants des plus petits milieux, des écoles aussi, des directions d'écoles. Est-ce que tu aurais des recommandations pour des gens qui auraient des projets semblables que le tien ou de plus petite envergure, en fait? Oui, comme je vous disais, c'est sûr que si l'objectif est de faire des spectacles en musique, mettons, disons-le comme ça, ben, l'intervention d'un spécialiste là, est nécessaire assez rapidement dans le dossier. Aussi, une chose très simple, encore là, si vous voulez avoir des gens qui viennent sur le site, les toilettes, on en a parlé tantôt, mais nous, ça, c'est une faiblesse qu'on a. Il y avait été question de faire des toilettes à même le bâtiment, mais finalement, ce n'est pas encore fait. Donc là, ce que ça prend, c'est de la location de toilettes chimiques, nécessairement. Bon, ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Bon point. On ne peut pas en passer. Là. Voilà, l'ombre aussi, l'ombre est très, très importante. Oui, tu l'as mentionné, dans le fond, au niveau des photos précédentes, on voyait quand même qu'il y avait des arbres sur place. Est-ce que vous l'avez considéré dès le départ ou Je pense que ça a été considéré dès le départ, mais sauf que l'efficacité des arbres n'est vraiment pas au rendez-vous. Parce que le soleil passe, on a de l'ombre pour dire sur l'heure du souper. Là, ça fait que, en pleine journée, c'est zéro efficace. Parfait.
Donc, je regarde au niveau du clavardage. Je pense que c'est essentiellement, on a des remerciements, des bonnes. On a une question, je pense, Jocelyn. Oui, j'ai reçu une question. C'est Pascal qui demande est-ce que la ville a un enjeu de bruit généré par les spectacles et conséquemment une gestion de plainte à faire? Oui, c'est arrivé dans le passé. C'est sûr que nos animations qu'on tient sur la scène, on est très rigoureux sur le fameux 23 heures. Là. Tout spectacle à 23 heures doit être terminé. Juste en face, je vous disais que la scène est ouverte vers le nord, mais juste au nord, on a une résidence de personnes âgées. Donc, je vous dirais que c'est super cute de les voir. Là, ils sont tous assis sur leur perron et ils regardent le spectacle. Mais on a aussi souvent régulièrement des appels là, que c'est trop fort. Puis, mais je vous dirais qu'avec le temps, là, on le sait, puis bon, on dit qu'à 11 heures, ça va être terminé. Mais il y a des fois qu'effectivement, les spectacles sont un peu plus rock'n'roll, donc ça génère un peu plus de bruit. Mais en général, c'est quand même très, très bien. Là. Les gens sont habitués. Mais... J'ai aussi Virginie qui demande au niveau du vandalisme, est-ce que c'est un enjeu au centre-ville pour la scène? C'est très cyclique. On a des cycles là, où là, on a beaucoup de choses de virer à l'envers. Mais là, présentement, je touche du bois, mais on est chanceux. On a eu des graffitis. Justement, il ne faut pas laisser rien traîner. Comme je vous disais, les rideaux, des fois, là, ça a donné qu'on a fait des locations, puis les rideaux n'ont pas été rangés. On a vu qu'il avait essayé de mettre le feu dedans. Aussi, la scène, c'est un beau, justement, là, avec les fameuses clôtures qu'il faut mettre de façon temporaire. Bien, on s'est rendu compte que, on le savait, que nos intrépides sautent la scène en skateboard. Fait que, mais je voudrais qu'en fait, de vandalisme en tant que tel, pas de temps. Ben, comme tu dis, on touche du bois. Heureusement, la scène est en bois, donc ça aide. Il y a Marc-Claude qui dit Oups, vas-y, Patrick. Elle est en béton, la scène, en fait. Ah non, mais il y a du bois à Il y a du quelque bois en part. avant, oui. C'est ça. Il y a Marc-Claude qui dit merci pour la présentation, c'était très complet. On a un autre merci de René avec des commentaires. Alexandra demande comme c'est un aménagement extérieur, j'aimerais t'entendre sur l'assistance debout versus les gens assis pour écouter les spectacles. Est-ce que ça prend une mixité ou c'est différent selon le style musical? Comment vous appréhendez ça? Pour nos animations de la ville en tant que telle, nous, les gens amènent leur chaise au besoin. C'est ça. C'est vraiment, il y a des gens assis, il y a des gens debout. On offre aussi, là, malheureusement, on n'avait pas de photo de ça, mais un autre aménagement qu'on fait, c'est qu'on tient des spectacles, c'est dur à dire, mais des spectacles sur la scène. Donc, on rajoute une scène sur la scène et on met des tables, des chaises, là, bistrot sur la scène là, pour des animations de peu plus petite envergure, de 50 à 60 personnes. Et ça, dans le fond, c'est très apprécié. Ça nous facilite la vie aussi là, à nous en cas de mauvais temps. Donc, ça assure la tenue de l'activité. Donc, on a un genre de pique-nique, si vous voulez. Fait que ça, à ce moment-là, on fournit table et chaise. Il y a des 5 à 7 aussi qui se font sur la scène. Donc, c'est un beau mélange d'extérieur-intérieur. Fait que les gens aiment bien ça. Puis de plus en plus, c'est utilisé beaucoup par le milieu d'affaires, entre autres, là, cette formule-là. Mais il y a des événements comme le Carrefour mondial de l'accordéon où eux arrivent et clôturent le site. On ne voulait pas au départ clôturer le site. On disait que c'est une place publique. C'est un peu délicat de clôturer le site et faire payer les gens qui veulent entrer sur la place. Mais là, pour des événements, là, on sait là, que le financement, là, c'est un enjeu pour nos événements. Donc, eux, ça leur permet vraiment de pouvoir vendre des macarons. Puis, donc, eux fournissent les sièges. On peut asseoir là, environ 400 personnes. Super. Merci beaucoup, Patrick, pour ta transparence, en fait, puis ton expérience. Donc, c'est vraiment apprécié. J'espère que vous aussi, les participants, avez apprécié. Donc, on arrive, je regarde l'heure. Il nous reste environ 5 minutes avant la conclusion là, du premier webinaire. Donc, quoi retenir de ce webinaire, en fait? Françoise, est-ce que tu pourrais justement nous en dire quelques mots? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ben, j'aurais 3 mots-clés, dans le fond, que je pourrais utiliser pour donner un feedback du webinaire. Le premier, ce serait le matériel. Alors, on a du matériel. Je crois que le dossier du loisir culturel peut bel et bien démarrer.
Il y a des belles expériences qui nous ont été présentées, celle de Patrick, mais aussi les autres que tu as présentées, Maï, et qui sont dans les fiches. Donc, c'est assurément possible de se laisser inspirer par ces projets existants, de discuter avec ceux qui ont mis de l'avant les projets. Puis, il y a du matériel là et il y a des fiches qui existent. Donc, c'est des belles références puis des outils qu'on peut utiliser aussi là. Donc, en termes de matériel, je pense qu'on est bien pourvu. Mon deuxième mot-clé, ce serait il y a de l'intérêt. 60 personnes issues presque tous d'une même région qui participent à un webinaire comme ça, je trouve ça fantastique. Il y a de l'intérêt et j'imagine que le jour où ça va être ouvert à tous les gens dans les URLS, que l'intérêt va vraiment mousser. Donc, cet intérêt-là, je crois que ça permet d'amener un changement de norme sociale. Avant ça, les parcs, les espaces verts, les cours d'école étaient surtout influencés par des terrains sportifs. C'est surtout ça qu'on retrouvait quand on allait dans un parc, il y avait toujours un terrain de soccer, il y avait peu de choses qui suscitaient le loisir culturel. Le changement de normes sociales commence à se passer quand, oups, il y a une petite incidence qui va grossir, faire boule de neige, puis faire en sorte qu'à un moment donné, ça va devenir dans tous les parcs, il y aura un lieu où on peut faire du loisir culturel de façon libre ou structurée. Donc, plus il y a de monde, comme la saucisse à aigrette, plus il y a de monde qui en mange, plus il y a de saucisses qui se produit, ben, c'est la même chose pour le loisir culturel. Et mon troisième mot-clé, dans le fond, il y a des acteurs. Donc, vous êtes des acteurs, vous avez de l'intérêt. La force du groupe, le groupe des URLS, on parlait tantôt de la vision pour réenchanter la cour d'école, leadership, accompagnement, expertise, c'était les trois facteurs clés ou les trois mots-clés. Donc, on retrouve la même chose en loisirs culturels, des gens qui vont exercer de l'expertise, qui vont accompagner les milieux pour les aider à aménager des espaces en loisirs culturels et qui vont exercer le leadership qui est requis pour que le changement s'opère tranquillement. Je crois que c'est la clé du succès. Donc, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui milite en faveur que j'ai hâte d'aller dans un parc près de chez moi puis de voir qu'il y a des espaces pour pratiquer du loisir culturel maintenant. J'habite Stoneham. C'est bon. Je peux vous dire peut-être, en fait, où trouver les fiches comme telles dont on vous a parlé. Vous avez reçu le lien là, par courriel. Donc, concrètement, elles se trouvent sur le site. À partir de janvier 2023, elles vont se trouver sur le site que vous voyez à l'écran de l'Unité régionale de loisirs et sports de Chaudière-Appalaches. Mais dès aujourd'hui, en fait, elle se trouve sur le site général du réseau des URLS. Donc, allez dans le programme Réenchanter la cour d'école secondaire. Là, vous avez accès à une boîte d'outils complète. Donc, justement, vous allez trouver 5 fiches détaillées sur les aménagements naturels verts écologiques, les déplacements actifs, l'organisation de l'espace, le climat, les communautés. Et vous avez aussi, évidemment, là, les fiches dont on vous a parlé. Chaque fiche qui représente plusieurs interventions concrètes. Et pour toutes les questions supplémentaires qu'on n'a pas abordées ce matin, bien sûr, vous pouvez contacter Mme Angie Letourneau. Donc, vous avez son contact à l'écran. Donc, n'hésitez pas à la rejoindre pour lui poser des questions. Vous avez également Patrick qui vient d'ajouter son numéro de téléphone dans l'espace de clavardage. Donc, voilà, au niveau justement des programmes à venir, tout ça, vous pourrez contacter Angie. On vous a parlé brièvement en début de rencontre des 2 guides qui sont toujours disponibles aussi là, pour les écoles au niveau primaire. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Plein de trucs et astuces dans ces 2 guides-là. Donc, en fait, nous, on se dit à la prochaine. On va se revoir le 26 janvier 2023 pour le 2e webinaire. Donc, ça va être l'occasion pour nous de parler des 3 dernières fiches. 3 super fiches, dans le fond, le musée à ciel ouvert, le terrain d'éveil culturel et la zone de pratique libre. Donc, avant de terminer,
Je veux dire merci aussi aux personnes qui se sont impliquées dans le comité d'experts des fiches. Il y a plusieurs personnes justement qui étaient présentes. Chloé, Jocelyn, Michel Després, Patrick Morancy, notre invité d'aujourd'hui, Alexandra Roy, Stéphanie Chaumont, Christian Sénéchal, Joline Rodrigue, Clément Côté, Michel Lemieux. Donc, merci à vous pour votre implication. Merci aux écoles, aux municipalités qui ont généreusement offert de leur temps pour participer aux entretiens qui ont permis de développer justement les fiches. Donc, on pense à la ville de Sainte-Marie, le Juvénat Notre-Dame à Lévis, la polyvalente Bélanger de Saint-Martin. Merci. Au nom de tous les partenaires impliqués dans la production de ce webinaire, je vous remercie personnellement de votre présence et votre attention aujourd'hui. Je vous invite à nous joindre le 26 janvier prochain pour la suite de nos échanges. Donc, parlez de cet événement-là à vos collègues afin de pouvoir faire connaître et développer le loisir culturel à l'échelle de tout le Québec. Merci Françoise, merci Jocelyn. Bonne journée à tous.